Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on repart sur nos films d'animation Disney. Je dirais même plutôt nos grands classiques des films d'animation Disney. On s'en était arrêté à La Belle et le Clochard et aujourd'hui on reprend avec une autre belle, La Belle au Bois dormant, qui vous allez le voir est un film très important dans l'histoire des studios Disney. Et pour Walt et aussi pour notre cher parc parisien. Et ben c'est parti. Donc je vous rappelle le contexte. Les films d'animation ont enfin repris. Après donc la Seconde Guerre mondiale avec la sortie de Cendrillon en 1950. Et depuis on est sur une bonne lancée. Donc après la sortie de Cendrillon, Walt va se lancer dans la production d'un film qu'il espère devenir le chef-d'œuvre de sa vie et surtout un film qui repousserait les idées préconçues de ce genre de film qui avait été construite par Blanche-Neige. Et donc c'est avec l'adaptation d'un conte de Charles Perrault, La Belle au Bois dormant, qu'il espère atteindre ce but. Et il a d'autant plus cette volonté qu'il veut vraiment tourner la page de tous ces films que les studios ont sortis pendant et après la Seconde Guerre mondiale, qui n'étaient que des films à sketch produits avec un budget très restreint et forcément qui n'ont pas eu beaucoup de succès. Si vous voulez en savoir plus sur ces films, je vous invite à aller voir mes vidéos sur les oubliés Disney. Donc on le sait, forcément ça a été une époque très difficile pour les studios, mais ça les a pas empêchés de se développer, notamment avec des séries qui mettaient en scène Donald, Pluto ou bien encore Dingo, qui étaient des succès. Donc ces séries et puis également de nombreux films en prise de vue réelle, qui associaient également de l'animation et puis après qui n'associaient plus du tout d'animation. On peut notamment citer pour la mémoire la série documentaire True Life Adventure avec le film L'île aux phoques en 1948 qui a quand même été primé aux Oscars. Et donc tout ça, ça montre la volonté de diversification de la firme. Voilà, ils font pas qu'un certain type de film. Ils arrivent à se balader entre plein d'univers et plein de techniques. Et là-dedans, on a la production de La Belle au Bois dormant qui arrive. On se dit alors vraiment qu'elle doit reproduire le succès de Blanche-Neige avec les mêmes bases qui ont si bien marché. Un film adapté d'un conte européen, une histoire universelle avec un développement artistique incroyable. Et Walt, il est d'ailleurs convaincu que revenir sur un film type Blanche-Neige sera forcément un succès, qui fera oublier tout le reste. Mais malgré ça, à côté, il va continuer à développer d'autres choses et d'autres héros, comme Robin des Bois, Rob Roy ou encore Davy Crockett. Et parfois, ça marche hyper bien, à la surprise générale, comme avec 20 000 lieues sous les mers de Richard Fletcher en 1954. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, tous ces succès vont venir nourrir la production de La Belle au Bois dormant pour en faire finalement une super production remplie d'espoir. Mais ça, c'est les idées, le monde idéal. La réalité a été un peu plus complexe, un peu plus difficile. L'écriture du scénario déjà, ça va être, encore une fois, les auteurs proposent quelque chose, Walt est pas d'accord, parce que c'est trop proche de Blanche-Neige, parce que c'est trop proche de Cendrillon. Bref, et on veut que le côté artistique soit incroyable. Donc les auteurs, Wilfrid Jackson et Ted Sears, vont vraiment devoir se creuser la tête. Surtout que Walt, en fait, il répond pas toujours à leurs propositions, donc le film, qui devait sortir en 1955, sort qu'en 1959. Soit un an après le décès de l'auteur, Ted Sears, qui du coup ne verra jamais le résultat final du film pour lequel il a tant travaillé. Au niveau de la direction artistique, c'est Evin Earle qui en a la charge, et qui est arrivé finalement assez récemment dans l'entreprise, contrairement aux auteurs qui étaient là depuis très longtemps, mais il a déjà pu faire ses preuves sur Peter Pan et notamment un épisode très apprécié de Dingo. Il veut du coup pouvoir exprimer librement son style avec des choses qui rappellent la Renaissance italienne, mais le réalisateur, Clyde Geronimi, n'est pas d'accord avec ça. Il dit que les dessins sont trop forts par rapport à l'animation en elle-même. Du coup, le réalisateur va diminuer ses dessins, et Earle va finir par quitter la société avant même la sortie du film. Le style qu'il voulait apporter va aussi finalement être rejeté un peu par les animateurs, parce qu'ils considèrent que les décors sont trop rigides pour pouvoir coller avec les règles de l'animation. Mais c'était pas sans compter sur Walt. Walt, lui, qui est d'accord avec l'artiste, même s'il est de plus en plus absent, quitte à des fois prendre plusieurs semaines entre deux décisions. Donc je vous laisse imaginer l'impact sur la prod. Donc il est d'accord avec le style d'Earle, ce qui forcément fait pas que des heureux, mais ça va pousser l'équipe à surpasser leurs limites. Donc vous l'avez compris, tout ça, ça implique un retard de 4 ans pour la sortie du film, qui finira par sortir le 29 janvier 1959 et le 16 décembre 1959 en France, avec une durée de 75 minutes, et surtout avec un budget de près de 6 millions de dollars, ce qui a vraiment été considéré comme aberrant par tout le corps de métier. Donc voilà, par contre, le film reste une force, montre la force des studios. Une production qui est vraiment sublime, surtout d'un point de vue artistique. Un film de tous les excès, avec une séquence finale qui était quand même, il faut le noter, extraordinaire pour l'époque. Par contre, bizarrement, malgré tout ça, le public, il est pas au rendez-vous à cette époque. Au niveau de la critique, au niveau commercial, c'est pas du tout ça. Et forcément, la société va être endettée de fou. Vous imaginez bien, avec un budget de presque 6 millions de dollars, qui donne un échec, voilà. Et du coup, à ce moment-là, elle doit se séparer de beaucoup d'animateurs historiques des studios. Par contre, on le sait aujourd'hui, de l'histoire qu'on connaît, on retient ce film comme l'un des plus beaux films de l'époque. On peut pas passer à côté. Et surtout, on le retient comme l'ultime et authentique chef-d'œuvre de Walt Disney, qui était au sommet de sa vision artistique
pour le cinéma d'animation, et qui malheureusement décédera quelques années plus tard. Donc au final, il a quand même réussi ce qu'il voulait à faire de ce film le chef-d'œuvre de sa vie, même si sur le coup c'était un échec. Aujourd'hui en tout cas, ça ne l'est pas un échec. Donc bien évidemment, des références à La Belle au Bois dormant, on en a à Disneyland Paris. Enfin, on en a surtout une. Et je pense qu'on peut pas la louper, cette référence, parce que c'est aussi ce qui fait la force de Disneyland Paris par rapport aux autres parcs. Et c'est bien évidemment notre château, qui est pour moi clairement le plus beau château de tous les parcs du monde. Peut-être qu'on est en dessous sur plein de choses, je vais pas le nier, mais pas sur notre château. En plus, depuis sa rénovation là, il est tout beau. Même si on le sait, ce château est rempli de plein d'autres références qui mériterait une vidéo entière, je pense. Et puis dans ce château, on peut trouver une autre attraction qui se nomme la Galerie de la Belle au Bois dormant et qui est située à l'étage du château, où on voit des décors, des tableaux, des vitraux en lien avec la Belle au Bois dormant. Et voilà, c'est vraiment considéré comme une attraction à part entière. Je ne parlerai pas du dragon sous le château parce que c'est vraiment un sujet à débat. Il y en a qui disent que c'est l'alter ego de Maléfique parce que il est sous le château de la Belle au Bois dormant, parce qu'il y a ces fameuses cornes à l'entrée de la tanière. Et puis il y en a qui pensent plutôt que c'est le dragon de Merlin l'Enchanteur parce qu'on peut passer par la boutique Merlin l'Enchanteur pour atteindre le dragon, et puis que niveau couleur, tout ça, il fait plus penser à un mâle dragon qu'à Maléfique, ça colle pas tout à fait. Enfin bref. Et puis Aurore, bien sûr, on peut la retrouver dans les spectacles avec les princesses, dans les parades, dans les points selfie, parfois même on peut l'apercevoir au balcon de son château. Et puis Maléfique, bien évidemment, qui est un symbole pour ce film, qu'on peut retrouver pendant la saison d'Halloween avec les décors derrière le château, ainsi que bien évidemment ce char représentant Maléfique dans la Disney Stars, qui est un des chars les plus incroyables qui existent, je pense. Bref, ça reste un symbole pour notre parc. Et ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous, cœur sur vous, et surtout n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.